Tout bascule dans une salle d'état-major étouffante. Un budget est applaudi à coups de graphiques et de promesses, alors que dehors, les bottes se déchirent, les fusils sont rafistolés et les soldats baissent les yeux devant leur propre manque. Comment une simple étiquette de livraison à moitié décollée peut-elle faire s'effondrer une hiérarchie installée depuis des décennies? Et que révèle-t-elle du rôle d'Ibrahim Traoré face à un système sûr de son impunité? Un détail minuscule et la vérité commence à se propager. Ce récit promet plus qu'une scène spectaculaire. Il montre comment un mécanisme de pouvoir fonctionne quand personne n'ose vérifier les détails. En suivant la logique interne des décisions, il devient possible de comprendre pourquoi certaines institutions paraissent solides tout en reposant sur des fondations fragiles. L'enjeu est clair, savoir distinguer une autorité fondée sur des chiffres affichés d'une autorité éprouvée sur le terrain, là où les conséquences sont immédiates et humaines. Pour le lecteur, l'intérêt est double. D'abord, saisir comment une contradiction apparemment mineure peut déclencher une réaction en chaîne. Ensuite, mesurer ce que ce type de moment révèle sur les choix individuels dans un cadre collectif contraignant. Le cas d'Ibrahim Traoré sert ici de fil conducteur, non comme une figure héroïsée, mais comme un point d'observation précis au sein d'un système plus large. Ce qui se joue dépasse une confrontation personnelle. Il s'agit de crédibilité, de responsabilité et de la frontière ténue entre loyauté institutionnelle et devoir moral. C'est cette tension rarement visible qui donne tout son poids à la suite de l'histoire. À ce moment-là, un décalage devient évident avec un chiffre précis, 5 millions de dollars officiellement alloués à des bottes et gilets balistiques déjà déclarés livrés. Sur le papier, tout est conforme. Sur le terrain, l'écart est visible à l'œil nu. Cette dissonance déclenche une lecture différente de la scène et place Ibrahim Traoré dans une position singulière, celle de l'officier qui compare ce qui est dit à ce qui est vécu. Le contexte aide à comprendre pourquoi cette contradiction a pu durer. Dans de nombreuses structures militaires, la chaîne de commandement valorise l'adhésion formelle au rapport plutôt que la vérification matérielle. Les réunions s'appuient sur des tableaux, des graphiques et des présentations lissées, pendant que les réalités logistiques restent reléguées hors champ. Ce décalage crée un environnement où la parole la plus assurée l'emporte sur l'observation la plus exacte. Dans ce cadre, le silence devient une stratégie de survie. Les officiers intermédiaires désirent bien savent que contester des chiffres équivaut à contester une autorité personnelle. Le risque n'est pas seulement professionnel, il est social et parfois sécuritaire. C'est précisément ce climat qui explique pourquoi une information pourtant simple, l'état réel de l'équipement, ne remonte pas. Peu à peu, l'attention se déplace du montant annoncé vers la comparaison implicite entre deux mondes. D'un côté, des budgets célébrés et des discours de modernisation. De l'autre, des soldats qui improvisent pour rester opérationnels. En reliant ces deux niveaux, Ibrahim Traoré ne dévoile pas encore une fraude complète, mais il met en lumière un mécanisme clé. Lorsque les chiffres cessent d'être confrontés à la réalité, ils deviennent un outil de domination plutôt qu'un instrument de gestion. C'est ce mécanisme qui prépare la suite des événements. Peu à peu, le rôle central se dessine dans les gestes ordinaires, bien avant toute confrontation publique. Ce matin-là, Ibrahim Traoré n'arrive pas entouré d'un cortège ni pressé d'atteindre une salle climatisée. Il traverse les baraquements, observe sans commenter, s'arrête là où d'autres passent sans regarder. Les uniformes usés, les semelles qui se décollent, les armes rafistolées ne sont pas des symboles abstraits, mais des indices concrets d'un déséquilibre plus profond. Cet impact précoce se joue dans la relation implicite entre un officier et les soldats de base. Il n'y a pas de discours, pas de promesses, seulement une reconnaissance silencieuse de leur réalité quotidienne. Pour eux, être vu compte autant que recevoir un ordre. Cette présence crée un contraste net avec l'atmosphère des réunions officielles où l'autorité s'exprime par des mots maîtrisés et des chiffres rassurants. La fonction de guide ne consiste pas à diriger mais à relier. En reliant le terrain aux décisions, l'observation individuelle à la structure collective, Ibrahim Traoré devient un point de passage entre deux niveaux qui s'ignorent
mort habituellement. L'effet est immédiat, même s'il reste invisible à la plupart des cadres supérieurs. Les soldats comprennent qu'un regard extérieur a enfin pris en compte ce qu'ils vivent, et cette compréhension installe une confiance discrète. Cet impact initial ne renverse encore rien. Il prépare le terrain. Il montre comment une autorité peut se construire sans slogan ni menace, simplement par l'attention portée aux détails. Ce lien naissant explique pourquoi, lorsque la tension montera, certains choix sembleront évidents à ceux qui étaient présents dès le début. Tout commence de manière apparemment anodine, une réunion, des graphiques projetés, des affirmations répétées avec assurance. Le moment clé survient quand la parole officielle se heurte à une question simple, posée calmement, sans attaque frontale. Ibrahim Traoré ne conteste pas l'autorité, il confronte un énoncé à ce qu'il vient d'observer. Ce décalage ouvre une brèche, la tension monte aussitôt car ce type d'interpellation rompt une règle tacite, ne jamais relier publiquement les chiffres à la réalité du terrain. La montée en intensité est rapide, les réactions suivent une logique prévisible. D'abord, le dénigrement personnel destiné à réduire la question à une impertinence. Ensuite, la mise en scène de la hiérarchie rappelant qui parle et qui doit se taire. Enfin, le rire complice de ceux qui bénéficient du statu quo. Chaque étape vise à refermer la brèche avant qu'elle ne s'élargisse. Pourtant, la dynamique s'est inversée. L'attention de la salle n'est plus sur les diapositives, mais sur l'écart qu'elle dissimule. La décision de quitter la pièce marque le passage au point culminant. Ce geste est interprété comme un aveu de défaite par les observateurs pressés. En réalité, il ouvre un second temps, plus discret, mais décisif. En s'arrêtant devant les équipements exposés, Ibrahim Traoré remarque un détail logistique que personne n'a jugé important. Une étiquette, un numéro, une trace administrative laissée là par négligence. Ce fragment matériel devient un fil à tirer. Les répercussions commencent hors caméra. La recherche menée ensuite n'a rien de spectaculaire. Des vérifications, des recoupements, des adresses comparées. Pourtant, chaque confirmation renforce l'hypothèse initiale. Le système ne se contente pas d'exagérer ses succès, il a déplacé les ressources. Ce constat transforme la nature du problème. Il ne s'agit plus d'erreurs de gestion, mais d'une organisation conçue pour masquer l'absence réelle de moyens. L'événement suivant accélère tout. Une cérémonie annoncée, des invités étrangers, des médias présents. Ce contexte public change l'équation. Ce qui pouvait rester une affaire interne devient un enjeu de crédibilité collective. Ibrahim Traoré choisit ce moment non pour provoquer, mais parce que la transparence forcée réduit les marges de manœuvre. L'ouverture d'une caisse devant les caméras agit comme un révélateur brutal. Les discours ne résistent pas au contact direct avec le contenu. Les ondes de choc se propagent immédiatement. La scène ne concerne plus seulement un responsable discrédité, mais une chaîne entière de complicité rendue visible. Les soldats, les diplomates, l'opinion publique interprètent l'image de la même manière. L'écart entre promesses et réalité est désormais indéniable. À partir de là, chaque tentative de reprise en main ne fait qu'amplifier la perte de contrôle. La dynamique enclenchée ne peut plus être arrêtée car elle repose sur un fait simple que chacun peut constater par lui-même. Au départ, les documents officiels présentent une image claire, un budget validé, des montants précis, des livraisons déclarées complètes. Selon les documents présentés, l'armée dispose de l'équipement nécessaire pour opérer efficacement avec des achats chiffrés, datés et signés. La situation initiale, telle qu'elle apparaît sur les tableaux, décrit une force modernisée et correctement approvisionnée. Pourtant, lorsque l'on compare cette base déclarative à ce qui est constaté sur le terrain, l'écart devient mesurable. Un premier élément apparaît sur le plan financier, une enveloppe de plusieurs millions censée couvrir bottes, gilets et matériel essentiel ne se traduit pas par une amélioration visible des conditions opérationnelles. La variation est nette. À investissement constant sur le papier, l'état réel de l'équipement reste inchangé. Cette absence de corrélation entre dépenses annoncées et résultats observables constitue un signal d'alerte fondamental. Elle suggère que la chaîne logistique ne fonctionne pas comme décrite. Un autre élément devient visible sur le plan matériel. Les caisses censées contenir des équipements normalisés présentent un poids conforme, mais un contenu inadéquat. Cette différence entre apparence et substance est essentielle. Elle montre comment un contrôle superficiel peut être satisfait, tandis qu'un contrôle réel révélerait immédiatement l'anomalie. Le delta ici n'est pas marginal.
Il oppose des objets inertes à des équipements vitaux, ce qui transforme une simple irrégularité comptable en risque opérationnel direct. Un dernier élément concerne le facteur humain. Les soldats affectés aux unités de base compensent l'absence de matériel par des solutions improvisées. Cette adaptation, bien que efficace à court terme, masque temporairement la défaillance du système. En comparant les rapports officiels à ces pratiques quotidiennes, on observe un décalage constant. Plus l'écart se creuse, plus le système dépend du silence et de l'endurance individuelle pour continuer à fonctionner. C'est dans cette lecture comparative que Ibrahim Traoré inscrit son analyse. Il ne s'appuie pas sur un chiffre isolé, mais sur la cohérence entre données financières, preuves matérielles et comportements observés. Le passage de la base théorique à la réalité mesurée révèle une transformation inquiétante. Ce qui devait protéger devient un décor. Les budgets ne sont plus des moyens, mais des écrans. L'interprétation de ces preuves modifie la compréhension globale de la situation. Le problème n'est pas un manque de ressources, mais une redistribution opaque de celles-ci. Cette conclusion change la nature des responsabilités. Elle implique non seulement une faute de gestion, mais une décision consciente de maintenir l'illusion de la capacité opérationnelle. Une fois ce constat établi, le débat ne porte plus sur l'efficacité, mais sur la légitimité même du système qui produit ces chiffres. Certains avancent que la situation s'explique par la complexité. Selon eux, les chaînes d'approvisionnement militaire sont longues, fragmentées et soumises à des retards indépendants de la volonté des décideurs. Dans cette lecture, les écarts observés relèveraient d'erreurs administratives, de fournisseurs défaillants ou de délais temporaires. Les chiffres resteraient globalement fiables et les problèmes visibles sur le terrain ne seraient qu'un décalage passager appelé à se résorber. D'autres mettent en avant des arguments de sécurité. Rendre public certains détails logistiques serait, selon cette position, dangereux. Le secret protégerait les opérations et justifierait un manque de transparence. Les soldats eux-mêmes seraient supposés accepter ces zones d'ombre au nom de l'intérêt supérieur. Dans ce cadre, contester publiquement les données reviendrait à fragiliser l'institution face à des menaces extérieures. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Ils décrivent des contraintes réelles, connues de nombreuses armées. Pourtant, ils s'effondrent dès lors qu'on les confronte aux faits précis observés. Une erreur administrative n'explique pas la répétition des anomalies ni leur cohérence. Les mêmes types de manques apparaissent à plusieurs niveaux sur une période prolongée, ce qui exclut l'hypothèse d'un simple retard ponctuel. De même, l'argument du secret ne tient pas face à la nature des preuves. Le contenu réel des caisses Nourikia ne révèle aucune information stratégique exploitable par un adversaire. Il expose seulement l'absence d'équipement promis. En ce sens, le silence ne protège pas la sécurité, il la compromet. Maintenir l'illusion d'une capacité inexistante crée un risque bien plus élevé qu'admettre une difficulté et y répondre. C'est ici que la position d'Ibrahim Traoré se distingue. Il ne nie pas la complexité ni la nécessité de certaines réserves, mais il rappelle une règle simple: la protection des soldats ne peut reposer sur des chiffres déconnectés de la réalité. Lorsque deux explications sont possibles, l'une bénigne et l'autre systémique, la persistance des mêmes écarts oriente clairement vers la seconde. La réponse finale n'est donc pas idéologique, elle est empirique. Les faits observables invalident les justifications avancées et montrent que le problème ne vient pas d'un manque de patience, mais d'un choix structurel de dissimulation. À ce stade, continuer à invoquer la complexité revient à refuser de regarder ce qui est déjà visible. À partir de ce moment, tout devient visible. Ce basculement ne vient pas d'une décision stratégique complexe, mais d'un changement de scène. Jusqu'ici, les contradictions pouvaient être contenues dans des bureaux amortis par des rapports et des réunions fermées. L'instant où l'examen devient visible modifie l'équilibre des forces. La présence de caméras, d'invités extérieurs et de témoins transforme un débat interne en constat partagé. Ce qui était discutable devient observable. La révélation centrale tient à cette transition. Le pouvoir fondé sur la narration perd son avantage lorsque le récit doit s'aligner sur un objet concret. Une caisse ouverte n'argumente pas, elle montre. Elle ne nécessite ni interprétation experte ni médiation hiérarchique. Elle impose une lecture immédiate, identique pour tous ceux qui regardent. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un accusateur, mais comme un déclencheur de visibilité.
Il n'ajoute aucun élément nouveau au dossier, il déplace simplement le lieu où la vérité est examinée. Ce déplacement suffit à faire tomber les protections habituelles car il rend inopérantes les réponses préparées. À partir de cet instant, la situation ne dépend plus des discours à venir mais des réactions. Les tentatives de contrôle, les ordres donnés et les silences choisis deviennent eux-mêmes des signaux. La révélation n'est donc pas seulement ce qui est montré mais ce qu'elle oblige chacun à faire ensuite. C'est cette contrainte nouvelle imposée par la transparence soudaine qui change définitivement la trajectoire des événements. Les effets immédiats se lisent à plusieurs niveaux, chacun touché différemment par l'exposition soudaine de l'écart entre discours et réalité. Pour l'institution étatique, c'est la première conséquence est une perte de crédibilité. Les partenaires extérieurs, habitués à évaluer la fiabilité d'un pays à travers ses engagements visibles, réajustent leur perception. La confiance ne disparaît pas instantanément, mais elle se fragmente. Chaque déclaration officielle est désormais reçue avec prudence, car un précédent public a montré que les chiffres peuvent masquer une absence de substance. Du côté de l'appareil militaire, l'impact est plus direct. Les soldats comprennent que leurs difficultés quotidiennes ne relèvent pas d'un manque de moyens, mais d'une rétention volontaire de ressources. Cette prise de conscience modifie la relation à la hiérarchie. L'obéissance reste la norme, mais elle n'est plus aveugle. Le sentiment dominant devient l'attente d'une cohérence nouvelle entre ordre donné et conditions réelles. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré est associée non à une rupture disciplinaire, mais à une clarification longtemps différée. Pour la population civile, la scène agit comme un révélateur symbolique. Les images diffusées rendent visible un mécanisme souvent soupçonné, mais rarement prouvé. Le lien entre budget public et bénéfices concrets devient une question de conversation quotidienne. Les citoyens ne débattent plus seulement de corruption abstraite, mais de conséquences tangibles. Routes non construites, services fragilisés, sécurité incomplète. Cette translation du débat, du concept vers l'objet renforce la demande de redevabilité. À l'échelle régionale, enfin, l'événement est observé comme un signal. Dans un environnement où de nombreux États font face à des défis similaires, la démonstration publique d'un dysfonctionnement interne agit comme un avertissement. Elle rappelle que la stabilité affichée peut reposer sur des compromis invisibles. Les voisins et partenaires ajustent leurs calculs, non par hostilité, mais par réalisme stratégique. Ces conséquences ne produisent pas toutes des effets immédiats. Certaines s'installent lentement, modifiant les comportements plus que les structures, mais elles partagent un point commun. Elles rendent impossible le retour à l'état antérieur une fois que la dissonance est devenue visible pour tous. La gestion par le seul discours perd de son efficacité. La situation impose désormais des réponses concrètes, mesurables, attendues à différents niveaux. C'est dans cet espace créé par la confrontation publique avec les faits que se dessinent les choix à venir. Les réactions observées ne déterminent pas une issue unique, mais elles encadrent les options possibles. À partir de là, chaque décision sera évaluée à l'aune de cette rupture initiale entre ce qui était dit et ce qui a été montré. Après cette rupture devenue visible, plusieurs évolutions possibles se dessinent à moyen terme. Aucune n'est certaine, mais chacune découle logiquement des contraintes désormais exposées. Une première évolution possible repose sur des ajustements ciblés. Les autorités reconnaissent partiellement les dysfonctionnements, remplacent quelques figures compromises et rétablissent des procédures de contrôle plus strictes. Cette voie limite les dégâts immédiats et rassure certains partenaires, mais elle laisse intactes plusieurs pratiques structurelles. La stabilité est préservée au prix d'une transformation incomplète. Une autre évolution, plus ambitieuse, miserait sur une réorganisation profonde. Les mécanismes de transparence deviennent centraux, les flux financiers sont réexaminés et les décisions opérationnelles sont davantage alignées sur le terrain. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré incarne moins une exception qu'un catalyseur. L'enjeu principal est le temps. Ce type de réforme exige de la patience et une capacité à absorber les résistances internes. Les bénéfices potentiels sont élevés, mais les coûts politiques le sont aussi. Une dernière évolution possible serait celle d'un blocage conflictuel. Les intérêts menacés tentent de reprendre la main par des stratégies indirectes, délégitimation, pression économique ou exploitation des frustrations sociales.
Ici, l'exposition initiale n'ouvre pas sur une réforme, mais sur une lutte prolongée pour le contrôle du récit et des ressources. Le risque principal réside dans l'érosion de la cohésion interne, alimentée par l'incertitude et la fatigue institutionnelle. Ces scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent coexister selon les secteurs et les moments. L'utilité de cette projection n'est donc pas de prédire, mais d'éclairer les choix. Chaque décision prise aujourd'hui rapproche d'une trajectoire plutôt que d'une autre. La recommandation centrale est d'ordre analytique, évaluer les actions non à partir des intentions déclarées, mais de leurs effets observables. Si une mesure réduit l'écart entre promesses et réalité, elle va dans le sens du redressement. Si elle le masque à nouveau, elle prépare une crise future. Dans ce contexte, la lucidité collective devient un facteur aussi déterminant que les ressources matérielles. À ce stade, la situation dépasse largement le cadre d'un événement institutionnel pour toucher des expériences familières à beaucoup. Chacun a déjà été confronté, à son échelle, à un écart entre ce qui est promis et ce qui est réellement livré. Qu'il s'agisse d'un service public, d'une organisation ou d'un projet collectif, la mécanique est reconnaissable, des chiffres rassurants, un discours maîtrisé, puis une réalité qui ne suit pas. Cette histoire agit comme un miroir de ces décalages ordinaires. Bien, pour certains lecteurs, l'écho se situe dans le monde du travail. Lorsque les décisions sont prises loin du terrain, ceux qui exécutent compensent souvent par leur propre effort. Cette compensation maintient l'illusion du bon fonctionnement, mais elle a un coût humain. Pour d'autres, la résonance est civique. Les impôts, les budgets et les priorités publiques prennent soudain une dimension concrète lorsque l'on comprend comment un manque de contrôle affecte directement la sécurité ou le bien-être. La trajectoire d'Ibrahim Traoré permet d'aborder ces situations sans les simplifier. Elle ne suggère pas qu'un individu isolé suffit à tout changer, mais qu'un moment de clarté peut redistribuer les responsabilités. La question centrale devient alors personnelle. Jusqu'où accepter l'écart entre récit officiel et expérience vécue? À quel moment le silence cesse-t-il d'être neutre? Deux pistes simples émergent pour le lecteur. La première consiste à prêter attention aux détails, ceux qui semblent trop petits pour compter. La seconde est d'évaluer les systèmes non par leurs intentions affichées, mais par leurs effets mesurables. Ces gestes ne renversent pas des structures du jour au lendemain, mais ils modifient la manière de les habiter. En créant ce lien entre une scène particulière et des situations plus larges, le récit transforme un fait précis en réflexion partagée. C'est dans cet espace de reconnaissance que l'histoire trouve sa portée la plus durable. Désormais, l'enjeu principal est de savoir comment agir après cette révélation. Une réponse crédible suppose une série d'actions cohérentes et vérifiables. Il s'agit d'abord de sécuriser l'information. Les données budgétaires, logistiques et opérationnelles doivent être centralisées, croisées et accessibles aux instances de contrôle interne. Sans cette base commune, toute réforme reste déclarative. Il devient ensuite nécessaire de clarifier les responsabilités, identifier qui décide, qui exécute et qui vérifie permet de rompre la dilution des fautes. Ce principe ne vise pas la sanction immédiate, mais la clarté des rôles. Lorsque les responsabilités sont visibles, les marges de dissimulation se réduisent mécaniquement. Dans ce cadre, la position d'Ibrahim Traoré illustre l'importance d'un relais entre terrain et décision sans créer une dépendance à une seule personne. L'attention doit aussi se porter sur les flux financiers. Les circuits doivent être simplifiés, audités régulièrement et associés à des indicateurs concrets. Chaque dépense majeure doit correspondre à un effet observable, mesuré dans un délai défini. Ce lien explicite entre argent engagé et résultats obtenus transforme la transparence en pratique continue plutôt qu'en réponse ponctuelle à une crise. Un autre point concerne la protection des acteurs intermédiaires. Ceux qui signalent des incohérences doivent pouvoir le faire sans craindre des représailles informelles. Cette protection n'est pas seulement juridique, elle est culturelle. Elle repose sur des signaux clairs envoyés par la hiérarchie. Enfin, l'évaluation dans le temps devient essentielle. Les réformes n'ont de sens que si leurs effets sont suivis, comparés et corrigés.
Ce cycle transforme un événement isolé en processus durable. Sans lui, la dynamique retombe et le système retrouve ses réflexes initiaux. Le récit revient naturellement à son point d'origine, un détail matériel presque insignifiant, observé là où personne ne regardait, les bottes usées, la caisse trop lourde, l'étiquette négligée. Ces éléments n'avaient rien d'héroïque en eux-mêmes. Leur force vient du fait qu'ils relient une abstraction, le pouvoir, le budget, l'autorité, à une réalité concrète et vécue. Avec le recul, ce qui marque n'est pas la chute d'une figure dominante, mais la simplicité du mécanisme qui l'a rendu possible. Aucun slogan, aucune mise en scène spectaculaire, juste une cohérence rétablie entre ce qui est dit et ce qui est montré. C'est dans cet espace que la confiance commence à se reconstruire, lentement, sans garantie, mais sur des bases plus solides. La trajectoire d'Ibrahim Traoré s'inscrit ici comme un rappel, non comme un modèle à copier. Elle montre que le pouvoir change de nature lorsqu'il accepte d'être confronté aux faits les plus ordinaires. À ce moment précis, l'autorité cesse d'être un rôle et devient une responsabilité. Une phrase s'impose alors simple et difficile à oublier. La vérité n'a pas besoin d'être amplifiée, seulement regardée. Elle résume l'ensemble du parcours, du premier regard posé sur un détail à l'effondrement d'un récit trop bien huilé. Cette histoire ne se conclut pas par une certitude, mais par une invitation à regarder autrement. Elle rappelle que les systèmes, même les plus imposants, reposent souvent sur des accords tacites et des habitudes rarement questionnées. Lorsqu'un détail devient visible, il ne force pas une réponse unique, mais il oblige chacun à se positionner. C'est là que commence la responsabilité collective. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas d'admirer un événement lointain, mais d'en tirer une grille de lecture. Dans quel domaine accepte-t-on encore des récits sans vérification? Où les chiffres remplacent-ils l'expérience vécue? La trajectoire associée à Ibrahim Traoré montre qu'un changement durable ne naît pas toujours d'une rupture spectaculaire, mais d'une attention soutenue portée à ce qui semblait secondaire. Si ce récit vous a amené à repenser la relation entre promesse et réalité, la suite dépend de vous. Partagez cette réflexion, la discuter, la confronter à d'autres contextes permet d'en prolonger la portée. La question reste ouverte, volontairement. Quels détails aujourd'hui mériteraient d'être regardés de plus près pour éviter que le même écart ne se reproduise ailleurs?